Donc définition de la flexion composée. En flexion composée, on a donc la superposition de deux états de sollicitation simple, à savoir d'une flexion simple donc par exemple une flexion simple autour de l'axe Z, avec des efforts compris dans le plan XY. Flexion simple plus donc une sollicitation de traction-compression. Donc par exemple, on peut avoir un effort F, donc dans le cas de mon schéma mécanique ici, compris dans le plan XY, procurant une sollicitation simple de flexion. Donc un effort F ici qui agit dans le plan XY et qui fournit donc une flexion autour de Z. Et prenons donc un effort horizontal suivant X, je vais appeler Q, qui va me Q agit suivant l'axe X. Et cet effort donc, va me procurer une traction-compression. Une sollicitation de traction-compression. Alors, le torseur de cohésion va s'écrire là aussi, donc je vais retrouver les éléments de réduction de chacune des sollicitations, à savoir sollicitation de flexion simple me procurer un effort tranchant VY et un moment de flexion MZ de X, donc VY Z, et la sollicitation de traction-compression va me fournir un effort normal grand M de X. Et partout ailleurs, j'ai donc des zéros. Voici donc l'allure du torseur de cohésion en flexion composée. Alors dans ce cas, j'ai n de x qui est égal à q. Ici, j'isole la partie droite. L'effort tranchant vy de x qui est égal à grand F. Et le moment mz de x qui est égal à f fois L-x. Alors, calculons les contraintes. Donc, la flexion composée étant la superposition de deux sollicitations simples, à savoir la flexion et la traction-compression. Je vais donc pouvoir calculer la contrainte au niveau d'une petite surface dA entourant le point courant M de coordonnées x, y, z. Donc cette contrainte est donc la superposition du terme de flexion simple. Donc là, je suppose que j'ai une flexion autour de l'axe Z.
donc le terme moins m sur i fois y, plus le terme de traction-compression qui est n sur a. Alors, superposons également maintenant les diagrammes. Donc, j'ai le terme ici de traction-compression. Donc, je vais représenter ici, qui est constant, sur la hauteur de la section. Donc, sigma égale n sur a. Plus le terme de flexion simple, que je vais représenter ici, en supposant donc le moment est positif. Donc, si le moment est positif, j'ai les contraintes sur les fibres supérieures qui sont négatives, sur les fibres inférieures qui sont positives. Vérifions ça. Moins m sur i fois y. Y étant positif en fibre supérieure, la contrainte est bien négative si je suppose que le moment est positif. Et donc la somme de ces deux diagrammes me donne une droite qui sera parallèle à la droite des contraintes de flexion simple, et décalée donc vers la droite ici, en supposant que la contrainte de flexion était supérieure à la contrainte normale en valeur absolue sur la fibre supérieure. Donc j'aurai un petit reliquat ici de contraintes négatives en fibre supérieure et des contraintes positives au-dessous de la fibre neutre. Donc c'est ce qu'on appelle la fibre neutre ou l'axe neutre des contraintes où sigma est égal à 0. Voilà, donc le diagramme des résultants des contraintes, sigma égale à sigma n plus sigma m. Donc déterminons ce qu'on appelle l'axe neutre. Donc ce sont les points de la section. Telle que la contrainte sigma de x, y, z est égale à 0. Donc déterminons l'équation de cet axe neutre. Donc pour cela, on va donc écrire que la contrainte est nulle. Donc la contrainte étant égale à 0 est égal à moins mz sur i, donc moins mz de x fois y, et z, plus le terme de traction-compression. Donc, il vient que la droite de l'équation de l'axe neutre est n sur m fois i sur a. Donc il s'agit bien d'équation d'une droite. Donc équation d'une droite. Donc y égale à constante pour x donné. Donc si je représente cet axe neutre ici, en vert, l'équation de la droite y égale à la constante, c'est une droite parallèle à l'axe y. Donc ici c'est l'axe neutre.
donc les points où les contraintes sont nulles, où les contraintes normales sont nulles. Alors évidemment, si j'ai une flexion autour de l'axe Y, l'axe neutre sera une droite parallèle à l'axe Y. Donc, il faut bien voir la différence entre la flexion simple et la flexion composée. Donc en flexion simple, l'axe neutre passe par l'axe moyen. Donc l'axe neutre est la droite GY. Alors qu'en flexion composée, l'axe neutre est décalé par rapport à G. Donc l'axe neutre ne passe plus par l'axe moyen. Alors voyons à présent ce qu'on appelle le centre de pression en flexion composée. Donc le centre de pression est un point particulier du plan de la section, tel que le torseur des éléments de réduction soit équivalent à un autre torseur. Donc notre torseur en flexion composée, on a N, V, M. On va dire que ce torseur doit être équivalent à une seule résultante en G, c'est-à-dire N et V. Mais cette résultante n'est pas placée n'importe comment, elle est placée de telle manière que la distance entre N et G soit égale à YC. Et on va dire que donc l'écriture, que les deux systèmes sont équivalents. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que donc le moment en G de N et de V est égal à M. Donc si on écrit ça, c'est-à-dire que le moment de V de Y par rapport à G, plus le moment de N par rapport à G, est égal à M. Donc le moment de V est égal à 0, puisque V passe par G, plus le moment de N, donc le moment de N est égal à moins N YC. Donc YC étant la position du centre de pression C par rapport à G, égale à M. Donc finalement, YC, la position du centre de pression, est égale à moins M sur N. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'on appelait le centre de pression, voyons ce qu'on appelle le noyau central. Alors, certains matériaux ne peuvent supporter que des contraintes de compression, comme par exemple le béton armé. Il est donc intéressant de savoir si toute la section droite sera comprimée ou non, puisque si la section est tendue, on sait que le béton ne résiste pas à la traction. Donc il existe une zone de la section droite qui est telle que si le centre de pression C se trouve à l'intérieur, alors la section sera entièrement comprimée. Eh bien, on verra que cette zone particulière est appelée le noyau central. Voilà la définition du noyau central. Alors, suivant la forme de la section, on va avoir différentes formes de noyau central. Donc, supposons pour l'instant qu'on raisonne pour une section rectangulaire de largeur grand B de hauteur grand H, et on donnera le résultat ensuite pour une section circulaire. Bon, pour les sections qui sont quelconques, c'est un petit peu plus compliqué à déterminer. Alors, déterminons donc ce noyau central pour une section rectangulaire. Alors, pour ceci, on va supposer déjà qu'on est en flexion dans XY, comme on l'a toujours fait en flexion composée, c'est-à-dire flexion autour de l'axe Z. Déterminons les diagrammes de contraintes limites. Limite, c'est-à-dire dans le cas où l'axe neutre se trouve au niveau des fibres supérieures, donc ce sera le cas 1. Donc si l'axe neutre se trouve au niveau des fibres supérieures, ça veut dire que les contraintes sont nulles au niveau des fibres supérieures.
et on a des contraintes de compression partout ailleurs dans la section. Et on aura un deuxième cas, au contraire, où l'axe neutre sera au niveau des fibres inférieures et avec des contraintes de compression partout ailleurs. Alors, déterminons pour ces deux cas la position de YC, c'est-à-dire la position du centre de pression. Alors, dans le cas où l'axe neutre se trouve en Y égale à H sur 2, donc le cas 1, donc si j'exprime le fait que la contrainte en Y égale à H sur 2 est égale à 0, donc est égal à quoi? Je prends l'expression des contraintes en flexion composée, donc N sur A, moins M sur I fois Y, Y étant égal à H sur 2. Alors, égal N sur A, moins, si je remplace I par BH cube sur 12, donc I fois H sur 2, c'est I sur V, c'est-à-dire BH2 sur 6, donc ça me fait 6M sur BH carré. Donc ça me donne sigma égale à N sur A. Si je remplace maintenant M par moins YC fois N, puisque on a vu que YC, la position du centre de pression, était égale à moins M sur N. Donc je vais remplacer M par moins YC fois N, donc ça va me donner plus 6N YC sur BH carré. Hein? Et finalement, cette expression est égale à N sur BH, facteur de, puisque A est égal à BH, 1 plus 6 YC sur H. Donc ça, c'est égal à 0. Donc j'en déduis que, finalement, si n est différent de 0, ce terme-là doit être égal à 0, ce qui m'amène à dire que YC est égal à moins H sur 6. Donc à noter que c'est ce qu'on appelle l'excentricité, hein, la position du centre de pression, YC qu'on appelle quelquefois aussi petit e. Alors dans le cas 2, donc si l'axe neutre se trouve en Y égale à moins H sur 2, donc par un raisonnement similaire, je vais trouver que YC est égal à plus, donc en écrivant que les contraintes sigma en Y égale à moins H sur 2 sont nulles, ça va donc m'amener au résultat suivant, c'est-à-dire YC, l'excentricité est égale à moins H, plus, pardon, H sur 6, donc si je suis en flexion composée plane, c'est-à-dire dans le cas que j'ai considéré, là, avec un seul moment de flexion autour de l'axe Z, on vient de voir que le centre de pression est sur le segment C1-C2. C1-C2, c'est-à-dire C1 de coordonnées 0, H sur 6, C2 de coordonnées 0, moins H sur 6. C'est-à-dire ce segment-là. On appelle quelquefois le tiers central. Donc si C appartient
à ce segment, la section est entièrement comprimée. Mais de façon plus générale, si on est en flexion composée, donc si on a en plus un moment de flexion dans l'autre sens, c'est-à-dire composé dévié, à ce moment-là, le noyau central est un losange. Donc si on fait le même raisonnement avec une flexion, par exemple, dans l'autre sens, on aurait un noyau central qui serait égal à cette droite. Et si on a à la fois une flexion autour de Y et une flexion autour de Z, finalement, le noyau central est composé de ce losange. C'est-à-dire si on est en flexion déviée composée. Enfin, dans le cas d'une section circulaire, eh bien, le noyau central, on pourrait démontrer qu'il est défini par un cercle concentrique de rayon R sur 4.